c'est la ville, donc voilà, j'aime bien figurer des immeubles, le côté oppressant, le côté qui peut donner le vertige, le côté répétitif de la ville avec ses trames. Quand je travaille, c'est assez intuitif. J'ai mes idées qui ne sont pas des mots, que j'exprime avec des formes. Et sinon, voilà, c'est ce que je dis, j'écrirai des livres. Si j'ai pas de théorie, j'ai une idée, j'ai des images dans la tête et, et je travaille et je développe là-dessus. Après, j'essaie d'emmener les gens dans mon voyage. Ça marche ou ça marche pas. Ça marche plutôt pas mal. Et donc je suis satisfait quand les gens me racontent le voyage qu'ils ont fait dans mon œuvre et non pas quand ils me demandent ce que j'ai voulu dire. La base de mon travail, c'est la matière. Après, il vient ce qu'il y a par-dessus, mais la base, c'est la matière. Donc là, c'est de la terre. Et de la terre que j'ai utilisée, mais j'utilise aussi, comme là, le placo-plâtre, là, le ciment. C'est des matériaux pauvres, en fait. Je trouve que c'est beaucoup, pour mon travail, forcément, ils sont beaucoup plus riches. Comme le placo-plâtre. Quand j'achète du placo-plâtre, je n'achète pas le placo-plâtre NF, c'est-à-dire fabriqué par placo-plâtre de qualité. Je prends celui le plus pauvre. Parce que quand je retire la première feuille, le dessous, lui, il est déjà abîmé, comme c'est de la mauvaise qualité. Mais pour moi, s'il est de mauvaise qualité, pour moi, c'est de la bonne qualité pour mes peintures. Et bah, quand j'en reviens dessus, c'est des murs pour moi. On écrit sur les murs dans tous les pays du monde. On écrit sur les murs pour s'engager. C'est le journal du pauvre, le mur. Et bah, j'y mets toutes mes humeurs, quoi, en fait. Comme celui-ci, Guernica. Il ne s'appelle pas Guernica, il s'appelle Le jour se lève sur la ville. Le jour se lève sur la ville, c'est poétique, c'est beau. Et en même temps, il y a des villes où quand on se lève le matin, bah, c'est ça. Et des Guernica, il y a pas que Guernica, des Guernica aujourd'hui, il y en a dans le monde entier. Des Guernica, quand on voit ce qui se passe, bah, il y en a partout, partout, partout. Et Louise Michel, forcément, Louise Michel, peut-être emblématique de la commune, et puis les femmes aussi, c'est quand même une grande personne avec le pigeon, la colombe de la paix de Picasso. Ça, c'est Brassailles, ça. Brassailles, j'aurais fait une petite référence à Brassailles, le photographe, sur son livre Graffiti. Ça, c'est les Kanaks. Kanaks qui ont été assassinés par la police française dans leur grotte. Les pauvres Kanaks. Enfin, les pauvres, je sais pas, parce que c'était pas non plus des tendres. Hein. C'était quand même des guerriers aussi, pas non plus les mineurs. Parce que la mine, c'est vrai que c'est. Quand on parle des ouvriers, il y a souvent c'est la mine. Hein. Ça, c'est des grèves, je crois que c'est des grèves de 63. C'est ça un journal de 63 celui-ci. Et c'est sur la femme mineure éclatant sanglot à l'Élysée, elle n'a vu qu'un huissier. Ouais, elle a été expropriée et tout, en fait. Le combat continue. C'est pas autre chose, en fait, c'est toujours quand même une marque sur le mur. Quand je dis c'est autre chose, parce que c'est Rimbaud, c'est la poésie, mais c'est quand même la révolte, parce que Rimbaud, c'est aussi la révolte, Picasso, Alain Leprest, que j'ai bien connu, Che Guevara, qui est ici, et ça c'est le cavalier de la paix de Quinault, un peintre que j'aime beaucoup. Et ça, c'est du Buffet, ça, en fait. C'est une lithographie, il avait fait des lithographies, puis il avait fait une exposition avec Brassailles. Il a une litho qui est un homme qui puise contre un mur. Donc j'ai trouvé l'image qui était belle, qui était pas mal. Hein. Je me suis dit, bon, moi je l'ai remis sur mon mur, j'ai dit un homme qui pisse sur un mur. C'est quand même bien français, c'est naturel, c'est humain. T'as envie de pisser, tu prends un mur et tu vas pisser. Eh bien, depuis déjà longtemps avec Hervé, on avait le projet de travailler ensemble. Et donc, il m'a présenté son projet autour de Tadgrin, le peintre. Et j'ai trouvé
l'histoire séduisante et attachante. Et j'ai essayé de collaborer avec lui en présentant un petit peu des formes d'étraves, un peu échouées au bord d'une plage après éventuellement une tempête. Donc voilà, l'idée était, c'est très vite décidé à partir d'un simple croquis. Hervé a adhéré au projet et voilà, on s'y est mis. Quelques maquettes en papier et voilà, on a démarré en passant à l'échelle 1 et en pliant des ferrailles ou en faisant des bassins pour qu'il y ait la notion d'eau présente quand même. Mon travail, moi j'aime beaucoup l'acier. Je suis né dans une ville de sidérurgie et de métallurgie, Saint-Étienne pour ne pas la nommer. Et je sais pas, c'est dans mes gènes peut-être, ces masses noires, un petit peu sculptural et à la fois simple. J'essaye d'évoluer dans cet esprit-là. Alors ça, c'est tout un travail autour de la couleur. En fait, il s'agit de faire monter les couleurs avec les procédés photographiques, notamment grâce à une pause longue qui est utilisée comme base en fait pour. Donc en fait, les premières images qui ont été faites, c'est toute cette série qui est sur ce mur-là, qui est en fait une série faite aux États-Unis. Donc c'est des photos qui ont été faites entre chien et loup, au moment où les bleus de la nuit commencent à monter. Et donc par la pose longue, on arrive à faire monter ces couleurs. Et disons que le but un petit peu de tout ce processus de travail, c'est de faire se dissoudre les formes dans la couleur. Donc ça, c'est pris en pause très longue, en restant immobile, mais sans trépied, sans pied photo. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que ma respiration va faire qu'il y a des petites vibrations, des petits mouvements qui agissent sur la stabilité en fait de l'image. D'où cette vibration qui se traduit dans des formes un peu floutées. En fait, après cette série sur l'urbain de nuit, j'ai commencé à travailler au contraire sur des paysages, donc sur du végétal. Et là, c'est difficile de travailler de nuit si on veut y voir quelque chose. Donc là, c'est des poses qui sont beaucoup plus courtes en photographie. Et il y a un léger mouvement, c'est souvent pris à bord d'un véhicule ou en marchant, voilà. Et en fait, dans ce travail, ce qui m'intéresse, c'est non seulement de faire émerger les couleurs, mais aussi de rentrer dans une image qui a une durée et qui va ouvrir sur un espace poétique. Voilà. Le travail, en fait, je passe du papier à l'acier pour exprimer à la fois la force et la fragilité. C'est la même énergie, mais je parle de la même chose en fait. L'apparence, c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on voit, c'est pas forcément la réalité. Et donc, c'est ce qu'on laisse percevoir. Et tout ce travail de force et de fragilité, en fait, il est dans ce défi d'apparence, qui finalement, toujours sous forme d'élégance, toujours sous forme de légèreté, toujours sous forme de quelque chose de joyeux et de plein d'énergie, n'empêche pas qu'il est fait de plein de strates de choses qui sont venues blesser, qui sont venues griffer, qui sont venues trouer, et sur lesquelles on s'est reconstruit, et sur lesquelles on continue d'avancer. Voilà, c'est tout ça que ça raconte mon travail. En fait, je parle des gens. Je parle de moi, je parle de nous, je parle de tout le monde. Mon travail commence toujours par des histoires de gens, des histoires de vie, des histoires de lieux. Mais des lieux où il y a toujours des gens.
La corderie Valois, ça a été un hommage aux ouvrières que j'ai voulu rendre. Je suis tombée sur des paroles d'ouvrières qui étaient enfouies dans les archives, qui n'étaient pas ressorties depuis très longtemps, et où elles racontaient leur métier, elles racontaient leurs conditions de travail, où elles ont toutes des ciseaux accrochés à leur robe avec leurs cordes, parce qu'une corderie, elle coupe les cordes évidemment. Et ces femmes, en fait, elles expliquent que ces ciseaux, elles les utilisaient finalement assez rarement, parce que pour des raisons de rentabilité, on les obligeait à couper les fils avec les doigts, donc sur des bobineaux qui filent très vite. Donc elles avaient les mains ensanglantées très souvent. Donc ces ciseaux qu'on voyait, finalement, c'était des leurres. Ils étaient là, mais ils ne servaient pas à grand-chose. Et dans le local des machines, il y avait des courroies le long des machines qui leur coupaient, tailladaient le bas des robes et les mollets. Et donc elles avaient les robes complètement abîmées, et moi, en contre-pied, j'ai voulu leur offrir les robes dont elles pouvaient rêver. Voilà. Et au-dessus des machines, j'avais installé ces 2 robes qui flottaient au-dessus des machines et qui étaient là comme un cadeau. Je les avais appelées Rêve d'elle. Voilà. C'était des belles robes pour ces femmes qui étaient tout le temps dans la crasse et dans le coton. Et donc j'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas juste traduire la fragilité, il faut que je traduise la force. Et l'une d'entre elles disait, le métier nous entre dans la peau, le métier nous ronge tout entière. Et là je me suis dit, ronger c'est l'acier, donc il faut que j'apprenne à travailler l'acier. Et donc j'ai travaillé l'acier pour rendre compte de ce que j'avais fait à l'intérieur de l'usine, pour le faire dans les jardins. Et c'est là que j'ai créé ces grands ciseaux qu'on voit là, de 3,50 m de haut, qui sont comme un envol de papillons. Et ces grandes robes d'acier qu'on voit dehors, qui sont le pendant de ce qu'on voyait à l'intérieur. Quand j'ai commencé avec les fruits, les cosses, les gousses de la région, qui traînaient par terre dans les sentiers. Et puis après, on m'a ramené des graines et des fruits d'Afrique, d'Asie, enfin. Et donc, voilà, je me suis inspirée de fruits aussi qui viennent d'un peu plus loin. Mais libre inspiration, puisque il y a avec des matières différentes, et puis ça s'éloigne du réalisme, finalement. Donc ça devient un petit peu abstrait, et on ne reconnaît pas forcément le fruit initial. La première fois en fait que j'ai commencé à regarder un fruit que j'ai ramassé par terre, c'était le fruit du magnolia. Et quand j'ai vu l'organisation, la structure du fruit, l'organisation, l'architecture, presque mathématique, j'ai trouvé ça extraordinaire et d'une beauté esthétique que j'avais envie de donner à voir. En fait, ça traîne à nos pieds et on ne regarde jamais. C'est aussi de la porcelaine dans laquelle j'ai ajouté une pointe de jaune, donc ça fait une couleur un petit peu ivoire. Et là, je l'ai rentré à l'intérieur avec une agate aussi. Si bien que la porcelaine s'est incrustée à l'intérieur de la terre noire. Et du coup, ça fait aussi un petit peu poli et marbré. J'ai commencé à travailler il y a quelques années sur le thème écriture-peinture. Et puis petit à petit, je me suis mise à la gravure, parce qu'à travers la gravure, je me suis intéressée à ce qui me passionnait de toute façon, c'est les origines du dessin, le passage entre le dessin et l'écriture, et puis aussi les arts premiers, ce qu'on appelle les arts premiers, donc art africain, art océanien, et entre autres par rapport à tous les tapis créés par les femmes berbères, qui sont souvent de pure merveille. Donc j'essaie de transposer des éléments décoratifs dans mon travail de papier. Donc soit à partir de la linogravure, soit de gravure plus traditionnelle sur cuivre ou sur zinc. Et puis donc j'ai commencé aussi une série de mouches arabiées, ce que j'appelle les mouches arabiées. Ce sont des papiers que je découpe et qui servent en fait soit d'encadrement, soit de premier plan, je dirais, à certaines de mes gravures. J'aime assez, eu égard à mon passé dans l'industrie métallurgique, tout ce qui appartient à la contrainte. Des contraintes qui sont issues des techniques de la métallurgie. Pour percer une pièce, à l'intérieur de celle-ci, il faut d'abord faire un trou, et puis pour passer la lame. Et je suis parti de cette contrainte pour faire des carrés de tôle d'acier, comme c'est écrit là sur le cartel, percés, découpés, déployés. Je les déploie, et je les pense, évidemment, pour qu'il y ait une certaine élégance de cette contrainte se transforme en quelque chose d'excitant pour moi, en quelque sorte. Donc tout procède de cela. Donc c'est gravé, puis c'est imprimé ensuite.
pour donner cela. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez la chute d'une pièce. Si vous en rapprochez cette pièce-là et que vous l'enroulez autour, vous récupérez le carré initial. Et tout procède de cela. Contrainte, liberté, tout ça, c'est un peu comme ça. D'autre part, je me suis souvent posé la question de savoir comment on pouvait représenter l'activité humaine, et j'étais dans une certaine impasse. C'est pourquoi, dans les sculptures, j'accumule, j'additionne des pièces en pensant toujours qu'il s'agit d'ériger quelque chose de technique en quelque sorte. C'est-à-dire que ça pourrait très bien servir, et ça sert d'ailleurs à plus grande hauteur, à mettre des poutres pour bâtir toute une structure. Et on me pose souvent la question de savoir pourquoi je mets des pastilles bleues. C'est un peu une rigueur, un parti pris façon support-surface qui prennent un module et qui vont le répéter, l'additionner. Sauf que je ne suis pas rigoriste dans cette pratique. Je confère à cet alignement une certaine liberté, un certain tremblement, un certain hasard. Et c'est l'addition des défauts qui fait que ça tient, que ça danse un peu. Cette année, s'il n'y avait pas une très très belle rencontre entre imaginaire et technologie, je crois que ces images-là n'auraient pas pu voir le jour. C'est un hommage que je voulais rendre aux peintres flamands et aux primitifs flamands. Et je me suis dit, un jour, j'arriverai à avoir ce même rendu, à avoir cette même atmosphère, cette même présence de l'image. Et là, maintenant, l'informatique, les moyens de reproduction sont en osmose et on peut reprendre à notre compte le même type d'agencement d'image, glacis par glacis, filtre par filtre, profondeur, et vraiment retravailler dans les règles de l'art le clair-obscur et ce genre de choses. Et donc du coup, le polyptyque, c'est vraiment un hommage pour moi, un hommage un peu tardif, on dira, à la peinture flamande et entre autres à Van der Weyden, puisque pratiquement ici, tous les personnages remis en scène ont été tirés de tableaux de Van der Weyden. Et la thématique d'opposition sur celui-ci, oui, quand on regarde véritablement, effectivement, il y a une relation très d'immanence sur le haut et un univers très 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 glauque et très très noir en fait sur le dessous qu'il faut bien saisir. Je présente un travail autour de la maturescence principalement, qui est l'arrivée de l'âge mûr, l'entrée dans la vieillesse. Je pense que c'est un moment qui est difficile pour tous, parce qu'effectivement on doit lâcher, comme tu dis, perdre, accepter de perdre. Mais en fait, si on accepte de perdre, de changer de façon de vivre et d'être à l'écoute de son corps autrement, je pense qu'on peut arriver à vivre des moments très beaux et longtemps, trouver un équilibre, la paix intérieure en fait. Voilà. Donc je représente ça par des grands personnages. C'est pas du tout triste, hein. Ça a l'air triste comme ça, mais ça l'est pas, ça peut être très beau. Qui sont à taille humaine, qui sont censés être un peu nos miroirs. Voilà, donc ça c'est une technique à base de terre crue. Je travaille avec des matériaux qui sont autour de moi, beaucoup de récupération, et j'aime travailler avec ce qui est autour de moi sans aller chercher des choses bien compliquées. Donc c'est de la terre crue que je ramasse à côté de chez moi. Je viens de Bourgogne, j'habite en Puisaye, donc dans un pays de potiers, il y a beaucoup de terre. Après, il y a un travail de céramique, là c'est vraiment de la terre crue, qui tient parce que je la fais tenir avec une colle que je fabrique. Il y a de la céramique un peu plus loin là, et puis derrière moi. Et ça c'est de la terre cuite, c'est de la terre cuite à haute température. Cette peau laiteuse, si douce, si tendue, sans trace, peau fine, entachée de rousseur, si belle que pour elle, un roi s'en est damné.
La vie l'a chahuté comme coquille de noix. La vie l'a roulé comme une vague roule les galets. Aussi l'a enivré d'extase et de transe. J'avance, tu sais, j'avance. Rien n'arrête l'élan de ma course. Il est toujours plus tard qu'on ne le pense. J'avance, tu sais, j'avance. As-tu la peau douce? Demandez le bout de tes doigts. Dis à tes doigts, dis-leur qu'ils n'hésitent pas, qu'à présent demeure la peau d'une vieille âme qui, malgré tout, a conservé toute sa flamme en dedans et dont demeure la douceur. Un éclair de silence, en vrillant son espace, l'a privé d'air, de lumière, de feu, du reste de son audace. Elle n'avance plus hors les murs qu'elle érige. Accrochée lourdement aux frêles épaules nues, l'âme de son mystère regarde par-delà la vive vérité. Et le violet de fin de soirée est venu. À vous, qui craignez que les mots échangés n'affadissent l'amour, et donc qui ne m'écrivez pas, je ne vous écris pas non plus. Ou bien c'est juste pour vous dire Il fait frais par ici parce que l'automne arrive, que j'ai caressé le chat du jardin d'à côté, que je ne pense pas à nous, et que je ne me souviens de rien de ce qui fut si doux. Même pas que nous nous sommes baignés nus, transfigurés, un matin de juillet dans cet étang glacé. Je travaille différents matériaux, donc c'est pourquoi je présente des feuilles de Gunera, des oiseaux, des personnages buissonniers. J'ai beaucoup travaillé sur les têtes, et donc j'ai trouvé cette façon de les mettre en mouvement en les drapant de tissu. Ils sont faits pour vivre dehors et habiter dans les buissons, d'où leur nom de personnages buissonniers. J'adore allier les matériaux, les bois, la céramique. J'aime beaucoup aussi le feu et les cuissons. Et dans le cadre d'une installation comme ici, dans un jardin, je crée un peu mon petit campement. Donc l'arbre à oiseaux, c'est une branche de lierre, on voit bien comment ça tourne. Et donc c'est à la fois le présentoir des oiseaux, mais c'est aussi une pièce unique. Donc évidemment, ça c'est la nature qui me l'a offerte. Parce que le lierre tombe souvent quand il y a les coups de vent. Et puis, Santirine, donc cet animal mythique des montagnes noires. Donc moi, je suis originaire de ce coin-là. Donc aujourd'hui, elle prend l'apparence d'un raccoon rouge, mais peut-être qu'elle prend aussi d'autres apparences ailleurs. Les masques, toutes nos civilisations ont pratiquement produit des masques et notre civilisation industrielle n'y échappe pas. La preuve, ce masque à souder, mais aussi on retrouve dans le sport par exemple aussi des masques, que ce soit chez les boxeurs, chez les nageurs, à croire qu'on aime bien. Alors le masque existe pour se protéger, mais se protéger, voilà, de quoi? Et donc je me suis mis à créer des masques comme ça il y a une vingtaine d'années, en récupérant tout un tas de matériaux. Ah, alors celui-ci, tout ce qu'il y a ici, ça a été récupéré, alors soit ce qui est des coquillages sur les plages ou de la ferraille, c'est tout ce que je trouve par terre. Ça soit des morceaux de lunettes, il y a des morceaux de métaux, tout ce que des cailloux comme ça, percés. Donc je récupère beaucoup de choses. Et celui-ci, c'est un ancien panier, un panier à fruits, une coupe à fruits qu'on nous avait offert. Et en fin de compte, c'est devenu un masque. Il suffit de lui avoir percé les yeux et la bouche et d'avoir travaillé un peu autour. C'est comme ça qu'est devenu ce masque-là. Eh bien moi, c'est pas un travail.
je vous prends un témoin parce qu'il me faut un interlocuteur, un trice. Ça fait partie de la vie. Tu vois, comme ça fait partie de ton chez-toi, de cette colline, des siècles passés entre la maison d'origine et puis ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc on fait partie de tout ça. Et pour moi, d'utiliser le mot travail, chaque fois, ça me fait dresser les poils de mauvais souvenirs, du travail contraint. Et donc ça, c'est plus que le plaisir, c'est l'avenir, c'est la vie, c'est ce qui me fait vivre, selon une expression consacrée. Parce que si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais? Plus grand-chose. Et quand on ne fait pas, on n'est plus rien. Alors la particularité de mon travail, c'est que je ne travaille qu'à partir de déchets électroniques. Donc je travaille à partir de composants électroniques que je trouve dans de vieux ordinateurs et de vieilles machines électroniques. Et par extension, je travaille avec des fils électriques et également des gaines, comme l'installation que j'ai réalisée ici. Alors moi j'aime bien travailler sur l'aspect caché des objets que je révèle en fait, à la fois dans les ordinateurs. Je récupère toutes les pièces intérieures pour en faire des sculptures, donc je montre à voir ce qui est caché en règle générale. Et ici pour cette installation qui s'appelle Rhizome, j'ai voulu faire une allusion au rhizome justement qui relie les arbres sous la terre et qu'on ne voit jamais. Et donc moi j'ai relié les arbres avec des grosses gaines pour montrer justement, pour dévoiler ce côté caché qu'on trouve sous la terre normalement, voilà, qu'on appelle des rhizomes. Voilà. Donc j'ai présenté une seconde installation qui s'appelle le cube, qui est faite de centaines de cartes mères. Donc c'est une suspension très aérée et en même temps assez monolithique quand on la voit de face. Et ici encore, comme pour l'installation rhizome, j'ai souhaité montrer un petit peu toutes les choses qui sont cachées à l'intérieur des machines et des ordinateurs. Ce sont des marbres de Carrare parce que le marbre c'est une matière qui m'intéresse beaucoup et qui est très facile à travailler. Facile non pas dans le sens de la facilité, mais c'est une pierre qui est très fidèle. Donc quand on la travaille, elle répond parfaitement aux gestes qu'on veut lui demander, aux gestes qu'on imprime. Et c'est pour ça que le marbre c'est une matière extraordinaire. Alors bon, j'ai fait des formes rondes, des formes qui sont simples. Sans doute que dans mon esprit, les formes doivent être simples, elles vont vers l'épuré, disons. En témoigne celle-ci, par exemple, qui est... on ne peut pas faire plus simple. Ou celles-là, qui sont un peu plus rondes, un peu plus fessues. Sans doute que je traduis une forme de sensualité. J'adore le toucher. Hein. Donc, et je pense que ce n'est pas des œuvres qu'il faut regarder, c'est des œuvres qu'il faut toucher. C'est fait pour le toucher. Quant au noir, c'est le marbre de Mazie. C'est un marbre qui vient de Belgique. Donc, nous sommes partis sur le thème qui était apparence. Après plusieurs expositions sur Tokyo, Berlin, Munich. Nous avons décidé de nous poser à Longville-sur-Scie, dans une exposition internationale. Oui, quand même, qui est très réputée maintenant. Et nous avons donc décidé de partir sur une pensée de Pascal. On ne pense pas beaucoup tous les deux, donc pour une fois on pouvait. Mais quand on tape fort. On tape fort. Et donc on a décidé de parler des vanités de Pascal. Pascal a parlé des vanités, c'est un type de... Donc il fallait qu'on symbolise un petit peu l'objet. Pour définir la pensée de Pascal. Donc nous, on en a traduit que la nature se suffisait à elle-même. Un jour, j'ai eu envie de faire la grande lessive. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, tiens, je vais faire une série de dessins, des dessins d'humeur, en fait. Voilà. Tous ces gens qui sombrent, ces objets, tout ça, sous l'énorme vague, et il y en a toujours qui surnagent au-dessus. Voilà. Alors je me dis, tiens, ça serait pas mal dans un jardin de rappeler ce qui nous attend si on ne réagit pas. Voilà, tout simplement. On est quand même loin de la cocotte, enfin ça se rapproche un petit peu de la poule de Luc.
there's any light that shine upon a caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sun, so I may keep this memory of a caravan. This is so exciting. You are so inviting. Resting you in my arms as I thrill to the magic sound.